Ce soir sur Zoom, vous allez débattre de ce monde d'après, de ce que cette crise du Covid-19 va changer. Même question que pour Olivier Rafovitz. Quels seront les grands axes de votre propos? Je sais que vous n'allez pas pouvoir tout dévoiler. Bien, écoutez, on va essayer de voir un petit peu ce que le Covid a bousculé dans nos comportements collectifs, nos comportements individuels, pour voir si c'est une leçon, d'une certaine manière, vous savez, un petit peu comme un électrochoc là, qui nous remet un peu dans l'axe des choses essentielles. Donc voilà, j'essaierai de traiter un peu cet aspect-là. Vous allez être entouré de Joël de René, scientifique, prospectiviste, conférencier et écrivain, on ne le présente plus, Olivier Rafovitz et Michel Drucker. C'est un débat qui promet d'être riche. Oui, je l'espère. C'est un débat riche car on va pas dire le sujet il est complexe, la crise n'est pas finie et elle nous bouleverse dans tous les domaines, que ce soit le domaine culturel, social et en ce qui vous concerne aussi le domaine, tout ce qui est volet sécuritaire et militaire. Oui, mais bien au-delà de tout cela, si vous voulez, je crois qu'il y a surtout une grande réflexion à mener sur la nature de ce phénomène qui a été mondial, qui a pris les aspects d'une peur millénariste. On avait l'impression de revenir au Moyen-Âge avec la peste ou le choléra. Je pense qu'il y avait dans cette réaction quelque chose qui disait beaucoup sur notre époque, sur notre psychologie collective, sur notre rapport également à la nature, à l'imprévu, au risque. Et en cela, je pense que ça peut être un point de départ très intéressant pour se reconstruire un petit peu d'une certaine manière, afin d'être, disons, dans une posture plus réaliste que ça ne pouvait être le cas avant. Car à force de confort, je dirais, maintenant la médecine est assez avancée, donc on part du principe qu'on peut quasiment guérir de tout. Certains même s'imaginent qu'on peut devenir immortel. Vous savez, les transhumanistes là vont jusqu'à imaginer qu'on pourra nous changer les organes, etc. De manière à ce que nous puissions vivre éternellement. Donc bien sûr, c'est une utopie, même une folie. Mais il n'empêche que dans l'esprit des gens, la notion de progrès est une espèce de courbe qui ne devrait faire que monter, alors que la réalité de l'histoire humaine démontre que ça n'est pas du tout le cas. Il y a des progrès dans la médecine, progrès dans la vie en société, progrès dans les technologies, progrès dans beaucoup de domaines, dans le domaine de la vie. Autrefois, quand il y avait peut-être machine à laver, etc. Le travail des femmes à la maison était particulièrement difficile. Bien sûr, il y a un progrès vis-à-vis de ça. Mais en revanche, nous sommes toujours très très peu de choses. Nous sommes des minuscules petits grains de sable à la surface de la Terre. Et ça, il faut s'en souvenir. Les paysans. Et cette crise nous l'a rappelé. Ah oui, bien sûr, parce que on s'imagine qu'on est blindé contre toutes sortes de choses. Alors qu'en définitive, un petit virus, un petit truc qu'on voit même pas à l'œil nu, peut mettre, je dirais, quasiment toute une civilisation à terre, quoi. Et même pas d'une civilisation. Là, c'est la planète qui s'est retrouvée un genou en terre. Et il y a dans cette démesure quelque chose précisément qui doit nous poser des tas de questions. Parce que pourquoi a-t-on... Tout à fait, c'est une période qui a ébranlé nos certitudes, vous l'évoquiez il y a quelques instants. Mais oui, bien sûr, ça ébranle nos certitudes et en même temps, ça nous montre que nous sommes particulièrement peu préparés à ça. Regardez un petit peu la confusion dans laquelle se sont trouvés les gouvernements, et en France tout particulièrement, face à ce phénomène. J'oserais dire que les seuls qui n'ont pas été véritablement surpris sont les militaires. Pourquoi les militaires? Eh bien parce que eux, leur métier, c'est précisément en permanence d'être aux aguets pour voir si un danger, une menace, un grain de sable dans nos rouages ne va pas mettre par terre, en définitive, l'univers dans lequel on croit. Donc, la société, elle, a oublié qu'il fallait se préparer à la gestion des risques. Vous savez, moi, je pense que chaque individu, chaque famille, chaque groupe humain doit être son propre risque manager. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tourner en permanence vers le gouvernement, l'État, les hôpitaux,
tôle, etc. Il faut se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour moi-même? Il faut se gérer, mais se gérer, si vous voulez, quand on part randonner dans la montagne, on se dit, bon, il va peut-être pleuvoir, il va peut-être faire froid, je vais peut-être me trouver isolé pendant la nuit, donc qu'est-ce que je fais? Je prends un vêtement chaud, un vêtement imperméable, je prends un peu de nourriture, je prends de l'eau pour boire, etc. Bon, on y pense, ça. Bon. Mais là, on tâtonne un peu dans cette situation, inédite en plus. Oui, alors on tâtonne parce qu'on a perdu l'habitude de décider en situation de crise. Alors que la situation de crise, c'est quand même quelque chose, dire qui n'est pas inhabituel. Il y avait un rapport qui a été rédigé, si je me souviens bien, un rapport parlementaire en 2005 qui décrivait la crise du coronavirus, mais comme si les gens de 2005 avaient vécu les événements que nous venons de vivre là il y a quelques semaines. Vous voyez ? Donc c'est parfaitement prévisible. Alors il y a des choses qui sont totalement prévisibles. Bon, ça arrive de temps en temps. L'arrivée d'Hitler au pouvoir, un dingue qui devient le maître absolu d'un pays comme l'Allemagne, pays de culture, etc. On peut se dire, ça, effectivement, c'était difficile à prévoir. Encore que on pouvait le voir venir, ça c'est autre chose. Là, il y a des phénomènes, comme ce phénomène de pandémie, qui est parfaitement prévisible. Donc toutes ces questions de prévention auront leur place ce soir donc dans ce débat. Mais il s'agira aussi d'établir un dialogue, une passerelle entre deux pays, la France et Israël, une union et une ouverture dans un monde où on peut dire chacun se replie un peu sur lui-même depuis le début de cette pandémie. C'est une notion que nous avons abordée précédemment avec Olivier Rafovitz et j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, bien sûr, chacun se replie sur soi. Alors ça, je le sais d'autant plus, si vous voulez, que je devais amener mes étudiants en Israël au mois de mai, et malheureusement, le voyage a été annulé, oui. Vous voyez, parce que les frontières se sont fermées. Mais d'une certaine manière, c'est vrai, les frontières se ferment, mais pour autant, les cœurs restent ouverts, parce que moi, j'échange toujours avec mes amis en Israël, aux États-Unis et ailleurs, etc. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas théâtraliser les choses. À un moment donné, c'est vrai, tout le monde doit descendre aux abris. Bon, on descend aux abris et ça dure ce que ça dure. Et il faut après pouvoir sortir la tête, reprendre la vie, etc. Bon, alors, je l'ai dit, moi, je ne ferai pas de commentaires sur la dangerosité de cette pandémie. Simplement, je rappelle que tous les ans, il y a des centaines de milliers de morts de la grippe, sans parler des gens qui sont morts du cancer, de problèmes du cœur, de tous les problèmes de diabète et autre chose. Bon, ces chiffres-là, ça doit nous amener à nous poser la question de notre regard vis-à-vis de la mort par maladie, par accident. Dire la mort fait partie de la vie aussi. Alors je dis pas pour autant qu'il faut se promener en pleine pandémie sans masque, sans gants. Bien évidemment, il faut rester prudent. Bien évidemment, il faut être dedans. Mais de la même manière, quand on traverse la route, on se met pas un bandeau sur les yeux et on traverse pas en plein flux, quoi. Vous voyez, c'est pour ça, je vous dis, il faut revenir un peu vers la nature, parce que la nature, à travers ses règles qui s'imposent à nous, c'est pas nous qui imposons les règles à la nature. Elle nous réapprend à vivre. Et justement, c'est ce que vous allez expliquer ce soir, donc dans ce débat qui sera suivi notamment par des jeunes. Justement, quels sont les enjeux de cette conférence pour eux, puisque ce monde, malgré tout, change, et n'ayons pas peur des mots, il faut peut-être le repenser, et là, les jeunes, c'est à eux de jouer, on peut dire. Je voudrais pas paraître vous contredire, mais le monde ne change pas. C'est la société qui change, c'est vu. Mais le monde, lui, depuis la nuit des temps, il connaît des saisons, des périodes froides, chaudes, des épidémies, des maladies, des famines, des guerres, etc. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui change un petit peu, c'est le contexte, les conditions techniques dans lesquelles tout ça se déroule, etc. Mais si vous voulez, vis-à-vis de tous ces phénomènes, ce qu'il faut simplement, c'est réouvrir les yeux des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, ils écoutent ce que leur disent les anciens. Moi, quand j'étais gamin, mes parents me racontaient la guerre. Ils étaient enfants pendant la guerre, ils disaient pendant la guerre, il n'y avait pas de nourriture, quand l'Allemand arrivait, tout le monde se cachait, etc. Bon, voilà, donc j'avais ce sentiment de danger, de précarité, etc. Bon, ma mère me racontait les petites filles juives qui étaient venues dans son école catholique en Bretagne, là, avec des faux noms, etc. Bon, pour les protéger des rafles. Bon, quand on apprend ça tout petit garçon, après ça, on regarde pas le monde avec des yeux, avec des petites fleurs roses qui s'envolent, etc. Vous voyez, on se rend compte que la vie peut être très très dure et que donc il est fondamental sans arrêt d'avoir les yeux ouverts
Donc c'est ce que j'apprends moi sans arrêt à mes étudiants. Ouvrez les yeux, regardez les réalités en face, ne jouez pas les bisounours, apprenez à être fort, à résister, à être résilient. Hein, il faut savoir résister aux coups aussi. Hein. C'est comme on est un peu comme des boxeurs sur un ring d'une certaine manière. Hein. La vie nous donne des coups. Si on s'effondre à la première pichenette, il n'y a pas d'existence possible. Donc il faut se renforcer soi-même. Il faut renforcer ce qu'on aime. Il faut être solidaire. Se remettre en question aussi. Ah bien sûr, bien sûr. Et toutes ces pistes donc de réflexion seront bien évidemment abordées ce soir. Je l'espère. Oui. Et d'où l'importance de cette présence de la jeunesse. Absolument, absolument. Parce que ce sont eux qui sont encore l'esprit ouvert, je dirais d'une certaine manière malléable, non pas manipulable. Mais vous savez, plus le temps passe, plus les gens manquent de souplesse parce qu'ils s'enfoncent dans les certitudes, des habitudes, etc. Ils ont toujours vécu d'une certaine manière, donc ils répugnent à en changer. Alors que les jeunes, non, sont beaucoup plus à l'écoute. Pour peu qu'ils ne soient pas enfermés, bien sûr, dans cette vie de superficialité qui est un petit peu facilitée quand même par les réseaux sociaux où on se montre en photo à longueur de journée, etc. Il faut prendre un peu de recul de temps en temps. Hein. C'est pour ça, je vous dis encore, partir un peu dans la nature, aller marcher dans les bois, dans les montagnes et tout ça avec des amis, en profiter pour retourner discuter, à l'essentiel, voilà, tout simplement. Retourner à l'essentiel, effectivement, et redécouvrir la joie des choses simples. Hein, on n'a pas automatiquement besoin d'avoir 5 écrans devant soi pour être heureux. Parfois un bon livre, parfois quelques amis, une discussion passionnante, un effort à faire pour se démontrer que on est capable de sortir de son fauteuil et de monter un peu au sommet d'une colline, etc. Tout ça, c'est fondamental et c'est source d'un vrai bonheur. Je peux vous dire, dans le monde militaire, quand on attrape nos jeunes qui sortent de chez leur maman là, et qu'on essaye d'en faire des hommes. Et ça, en Israël, c'est un phénomène bien connu. 3 ans pour les hommes, 2 ans pour les femmes, tout le monde y passe. Et au début, chacun, effectivement, regrette son petit confort. Et puis après, on découvre les joies de la camaraderie, de l'effort partagé, la joie de boire un verre d'eau quand on a eu bien soif après un effort, etc. Oui. Tout ça, c'est des choses essentielles, fondamentales. Et c'est infiniment plus important que de s'acheter 5 packs de coca et 3 paquets de chips au supermarché d'en bas pour aller regarder des matchs de foot à la télé pendant des heures, vous voyez. Et oui, ces rapports humains, comme je disais avec Olivier Rafovitz, qui nous ont énormément manqué en plus pendant ce confinement. Là, on est peut-être revenu à l'essentiel en restant enfermé quand même plusieurs semaines. On se rend compte ce qui est primordial. Je vous remercie, Daniel Hervouet. Je vous en prie.